Partage du profit pour relancer la productivité. Merci d'avoir retenu notre atelier et d'être avec nous ce matin. Merci aussi à celles et ceux qui visionneront cet atelier qui est enregistré ultérieurement. Donc le thème, bien entendu, c'est quels sont les dispositifs, quels sont les marqueurs en entreprise ou chez nos clients dirigeants que nous pouvons identifier pour déployer des solutions à valeur ajoutée qui vont permettre de relancer la productivité en sortie de crise. Donc j'interviendrai avec Laetitia, à qui je laisse le soin de se présenter. C'est à toi, Laetitia. Merci Eric. Bonjour à tous. Je suis Laetitia Janin-Altais, expert comptable associé au sein du cabinet Emergence et je dirige le pôle social. Merci Eric Bidot, directeur commercial régional RS. Donc je suis basé à Bordeaux et pour RS, je suis la profession des experts comptables au travers de vos différents événements ainsi qu'avec le club social dont nous sommes membres. Et j'accompagne nos partenaires courtiers et conseils en gestion de patrimoine indépendant ainsi qu'experts comptables dans la mise au point, l'évolution des dispositifs d'épargne salariale et retraite en entreprise. Alors, nous allons passer ces 50 minutes ensemble, donc après un focus sur l'environnement économique de l'entreprise, indissociable des volontés du dirigeant. Quel est le profil du dirigeant que nous avons en face de nous? Quelle est son appétence par rapport aux solutions de rémunération variable, de partage du profit, de préparation à la retraite? Et nous allons, bien entendu, après avoir partagé quelques éléments sur cette thématique, regarder qui peut en bénéficier, tant en termes d'activité professionnelle que de bénéficiaires personnes physiques. Quels sont les dispositifs, quels sont les produits qui sont disponibles dans la boîte à outils, et puis comment pouvons-nous les combiner les uns avec les autres pour répondre à la volonté du dirigeant et pour aussi finalement avoir soit une mission de conseil ponctuel pour le cabinet, soit une mission plus récurrente d'accompagnement dans le déploiement, l'utilisation, l'évolution de ces solutions de rémunération et de partage du profit. Et puis un dernier focus sur les outils à forte valeur ajoutée et nous serons à la conclusion de cette intervention. Jusque-là, tout le monde se retrouve dans les attentes de cet atelier. Personne ne s'est trompé? Ok, génial. Eh bien, allons-y. Sortir de la crise ensemble, mais bien entendu, alors quelques évidences, fragilisation des entreprises, le quoi qu'il en coûte, des mesures de restriction de liberté que nous n'avions pas connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, avec des couvre-feux par exemple. C'était une situation totalement inédite en ce début de XXIe siècle que nous avons connu avec la pandémie apparue l'année dernière. Et effectivement, eh bien, les entreprises ont été fragilisées. Certaines n'ont carrément pas pu exercer leur activité pendant de longs mois. Donc il a fallu trouver des solutions. En tant qu'expert comptable, vous avez accompagné ces entreprises pour les aider au mieux à passer cette période délicate. Aujourd'hui, on est sur la reprise, on est à un niveau de vaccination de la population qui permet de s'affranchir de certaines mesures restrictives de liberté que nous avons pu connaître. Et on est également sur une reprise de l'activité économique, donc un contexte où on a une tension sur le marché de l'emploi pour des raisons variées. On a une reprise de l'inflation pour des raisons aussi elles-mêmes très très différentes, des tentations d'augmentation de masse salariale et surtout eh bien, le besoin d'attirer, de fidéliser des talents au sein des entreprises, y compris au sein de vos propres cabinets. Et c'est le moment, du coup, pour nous tous en cabinet, de prendre un peu plus à bras-le-corps, si ce n'était pas déjà fait, ce sujet. Et là, on a plein de terreaux fertiles. Les clients que l'on a vus avant les vacances
et qui avaient une situation saine, on peut commencer à leur parler de cette possibilité d'épargne salariale pour une mise en place au premier semestre 2022. Les clients qui sont en clôture décalée 30 septembre et pour lesquels on va constater que la situation est plutôt favorable, voire pour certains qui auront un impôt sur les sociétés à payer avec le dirigeant qui est content de payer de l'impôt mais qui se dit qu'un peu moins l'année prochaine, ça pourrait être bien, on peut aussi en parler. Et puis, oui, préparer le terrain pour l'année prochaine, on a matière. Comme il faut que ce soit fait dans le courant du premier semestre de l'exercice en cours, on peut en parler là au moment des bilans, enfin des prévisionnels que vous serez peut-être amené à sortir au 30 septembre pour faire un rendez-vous d'atterrissage à l'automne. Vous pouvez amorcer ce sujet avec les dirigeants. On sait que certains ont besoin de se familiariser avec ce sujet. Donc là, on a matière pendant le 4e trimestre à aborder le sujet. Puisque, de mémoire, en 4e trimestre, on est en dehors de la fameuse période fiscale. C'est ça. On peut s'ouvrir à d'autres perspectives dans l'entreprise et pour nos clients. Merci Laetitia. Une entreprise équipée d'outils d'épargne salariale, est-ce que ça va lui permettre de surperformer? Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on a comme matière sous la main qui va permettre de mesurer le niveau de performance en moyenne des entreprises qui sont équipées de dispositifs de partage du profit? Déjà, un point clé qui nous intéresse toutes et tous, femmes et hommes de chiffres, c'est la valeur ajoutée. Ça commence à être l'un des premiers indicateurs ultra sensibles de la bonne marche d'une activité professionnelle. Eh bien, en moyenne, la valeur ajoutée augmente chez ces entreprises qui ont choisi de s'équiper d'outils de partage du profit. Le taux de marge, indicateur aussi clé dans la constitution de la rentabilité, eh bien, les entreprises qui sont équipées de dispositifs de partage du profit, en moyenne, ont un taux de marge qui est significativement supérieur aux entreprises qui n'en sont pas équipées. Et puis, un des éléments clés dans le fameux Happy at Work que certains DRH et certains dirigeants d'entreprise regardent avec de plus en plus d'attention, c'est effectivement le niveau des rémunérations par rapport à la moyenne sectorielle. C'est un des éléments d'attractivité, ce n'est pas le seul, nous sommes entièrement d'accord. Eh bien, ces entreprises aussi sont attractives sur ce critère puisqu'elles ont une moyenne de rémunération des salaires qui est également supérieure à celle des autres entreprises qui en sont dépourvues. Donc oui, les outils de partage du profit sur ces critères-là sont vertueux pour les entreprises, pour vos clients, pour vos cabinets et cela renforce, comme le disait Laetitia il y a quelques instants, l'intérêt de voir quel scénario pourrait être déployé en entreprise compte tenu du contexte de l'entreprise, quel est son environnement économique et bien entendu dans le cadre de référence de ces travaux de réflexion sur des scénarios d'outils de partage du profit et de préparation de la retraite est indissociable la volonté du dirigeant. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Quel est son mode de fonctionnement par rapport à ces dispositifs de partage du profit et de préparation de la retraite? Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec Laetitia. Et c'est là qu'on va confronter la volonté du dirigeant avec l'existant au sein de l'entreprise en termes de politique salariale, puisque je ne vous apprendrai rien en disant que l'épargne salariale ne vient pas remplacer un élément de rémunération. Donc typiquement, quand une entreprise avait l'usage de verser une prime ou un élément de rémunération qui n'était pas contractuel, comment est-ce qu'on va jongler entre l'épargne salariale et cet usage? Est-ce qu'on met les deux ou est-ce qu'on va suivre certaines étapes? Exactement. La tentation de Venise sur le sujet de la rémunération variable en entreprise, c'est la prime, entre guillemets, discrétionnaire et qui passe sur le bulletin de salaire. Sauf que là, le Code du travail, il nous attend. Et il nous attend pour qualifier l'avantage acquis. Qu'il soit écrit, que la prime soit informelle, le fait qu'elle ait été répétée pendant 3 années civiles consécutives ou 3 exercices fiscaux, c'est un avantage acquis. Et un avantage acquis, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on paye. Quelle que soit la rentabilité de l'entreprise, en cas de conflit qui va jusqu'au prud'homme avec un salarié,
qui va effectivement dire au juge « je ne comprends pas, depuis 3 ans, on avait une prime, cette année-là, on ne l'a pas », eh bien, systématiquement, le juge tranchera en faveur du salarié, parce qu'on est sur une logique d'avantage acquis. Et pour sortir de l'avantage acquis, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Parce que l'avantage acquis devient un droit quand c'est l'ensemble du personnel qui en bénéficie, quand on a effectivement une constance, prime de fin d'année, prime exceptionnelle, prime d'été, prime collective, prime de bilan, et qu'effectivement on a un décaissement sur 3 ans avec un événement, un libellé qui est identique, l'ensemble des salariés qui sont bénéficiaires, et puis la fixité du montant, soit une décision régalienne du dirigeant, tout le monde a la même chose. Par exemple, soit on va faire varier en fonction du coefficient d'emploi et puis mettre une condition de présence sur l'exercice fiscal ou l'année civile. Donc voilà ce qui va caractériser cet avantage acquis. Et pour le faire sauter, cet avantage acquis, eh bien, on n'a pas beaucoup d'options. Il n'y en a que 2 options. Donc la première, je vais l'intégrer au salaire brut contractuel. Et puis la seconde, Laetitia. Là, on va pouvoir la dénoncer en respectant une information des représentants du personnel s'ils existent et de l'inspection du travail, et puis bien sûr de chacun des salariés. On ne peut pas s'en dispenser, et une entreprise qui n'aurait pas de représentant du personnel parce que l'employeur a été diligent, quand bien même il dénonce la prime auprès des salariés, peut avoir un retour de bâton massif. Donc au moment de mettre en place l'épargne salariale, c'est l'occasion aussi de s'interroger sur les franchissements de seuil. Est-ce que d'un point de vue représentant du personnel, on est bon ? Donc on a dénoncé en ayant respecté qui de droit. On va respecter un délai de prévenance. En général, on se base sur un trimestre. Et ensuite, on a un délai de carence d'1 an. À ce moment-là, voire même en amont de cette dénonciation, les salariés, quand ils vont sentir la situation se profiler, vont commencer à dire aux dirigeants, c'est bien gentil, à terme, l'épargne salariale, ça nous intéresse. Mais du coup, pendant 12 mois, on va être un petit peu à la diète. Et là, dans la réflexion d'arbitrage, il est intéressant que le dirigeant se dise quel geste je peux faire tout de suite ? Je dénonce et ensuite je mets l'épargne salariale. Là, on est dans le dialogue social. Et nous, en tant qu'experts comptables, on a tout intérêt à accompagner le dirigeant dans cette démarche pour que la transition se passe bien pour tout le monde en termes financiers et en termes de climat social avec les salariés. Donc, on anticipe le planning. Et à l'issue de tout ça, on distribue de la rémunération aux salariés, exonérés de charges, on rétribue leur performance. C'est fiscalement intéressant pour tout le monde et socialement également, puisqu'on verra un peu plus loin qu'il n'y a quasiment pas de charges. Exactement. Pour compléter les propos de Laetitia, on est sur un gain immédiat, mais avec un délai de 12 mois. Donc aujourd'hui, j'ai 100 qui sont chargés en charges patronales pour l'employeur, et demain, effectivement, j'aurai 100 exonérés de cotisation. Mais entre les deux, j'ai 12 mois où les salariés, je vais leur dire, pas de trésorerie, quoi, puisque j'ai ce délai de 12 mois. Et c'est là où, comme le disait Laetitia, l'intérêt, c'est de réfléchir à un dispositif où finalement le dirigeant, qui, je le rappelle, est un entrepreneur, donc qui prend des risques. Le dirigeant, il va prendre un risque, c'est finalement de donner, avant dénonciation de l'avantage acquis, un peu plus à tout le monde. Donc il va devancer la prime qu'il a distribuée dans 12 mois, mais qu'il ne pourra pas distribuer parce qu'elle sera dénoncée. Donc il va en distribuer un peu plus dès maintenant. N'oublions pas qu'il peut utiliser par exemple la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat jusqu'au 31 mars prochain. Et là, elle est exonérée de charges. Il peut effectivement faire des mixtes et faire plus que la prime habituelle qu'il doit donner cette année. Et quel est le risque qu'il prend ? C'est que ces bénéficiaires-là, lorsqu'ils vont toucher l'intéressement, certains y quitter l'entreprise. C'est tout, c'est le seul risque qu'il prend. Et effectivement, socialement, là, on peut vendre un dispositif de dénonciation d'un avantage acquis avec remplacement par un outil de partage du profit, intéressement, plan d'épargne, participation. Et en termes de trésorerie, les salariés ils vont avoir un peu de la prime dans 12 mois en avance, et puis ils pourront avoir le solde de ce qu'ils n'ont pas eu l'année de dénonciation lorsque fonctionnera le premier outil.
Mais là, on est à votre disposition pour poursuivre des scénarios que vous pourriez avoir à partager avec nous. L'idée, c'est bien entendu de glisser en fait vers le bâton vert, qui aujourd'hui, dans les entreprises de moins de 50 salariés pour l'ensemble des outils d'épargne salariale et moins de 250 salariés pour l'accord d'intéressement, ne sont pas assujettis au forfait social sur les outils de partage du profit et à aucune autre cotisation sociale patronale. Seule la CSG-CRDS au taux de 9,7 à ce jour pour les bénéficiaires est à acquitter sur ces outils de partage du profit, intéressement, participation, abondement. Donc voilà l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit pour nos clients ou pour nos cabinets à des dispositifs d'épargne salariale? C'est pour cet effet de levier, ni plus ni moins. Exonération, cotisation sociale, c'est l'essentiel, et n'oublions pas que lorsque ces primes au choix du bénéficiaire pour l'intéressement et la participation sont investies à l'intérieur d'un plan d'épargne, à ce moment-là, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas non plus de majoration du revenu fiscal de référence et il n'y a pas de prélèvement à la source lors de la mise en paiement de la prime pour sa quote-part qui est investie dans un règlement de plan d'épargne. C'est l'énorme avantage à la fois pour l'employeur et pour le bénéficiaire. En termes de sortie, seules les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux à ce jour de 17,2. La partie capitale dans les outils d'épargne salariale est toujours exonérée d'impôt sur le revenu, que l'on soit en sortie à terme ou que l'on soit en sortie anticipée. Donc c'est un vrai variable que nous appelons 2.0 parce qu'effectivement il va succéder à cette prime sur bulletin de salaire lorsqu'effectivement la volonté du dirigeant est de partager le profit avec ses collaboratrices et ses collaborateurs, voire lui-même dans les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement et de moins de 50 salariés pour la participation. Et je rappelle, moins de 250 salariés pour l'abondement sur les plans d'épargne. Donc le dirigeant, le mandataire social, s'il est éligible, peut être bénéficiaire de ces dispositifs d'épargne salariale. Donc là, on a le jeu des outils à la disposition de l'entreprise et qui vont permettre de combiner les paramètres en fonction du contexte de l'entreprise. Est-ce une entreprise en croissance? Est-ce que c'est une entreprise qui travaille l'amélioration de son taux de marge? Est-ce que c'est une entreprise qui veut augmenter la qualité de ses produits et services? Donc là, on est plus sur une logique intéressement et derrière, on va pouvoir combiner ensemble intéressement, par exemple, et plans d'épargne pour répondre aux volontés du dirigeant. Dernier point, juste technique, quand on est en clientèle, très souvent, le dirigeant ou la dirigeante nous font remarquer « Oui, mais les salariés qui ont quitté l'entreprise en cours d'exercice, j'ai par exemple un intéressement à appliquer, eh bien, ils vont toucher de l'intéressement. Et bon, même s'ils étaient présents, que c'est un peu normal qu'ils touchent de l'intéressement parce qu'ils étaient présents, mais ça me chatouille un peu quand même. » Il y a une technique qui existe, c'est de flécher en fait, l'abondement sur plan d'épargne, sur l'intéressement perçu. Alors pourquoi on utilise cette technique? Pour répondre à cette objection du dirigeant, tout simplement parce que, de droit, pour percevoir l'abondement, il faut être sous contrat de travail avec l'employeur. Donc si je touche de l'intéressement et que j'ai quitté l'entreprise, je n'ai pas le droit à l'abondement. Par contre, si je touche l'intéressement, je suis toujours salarié de l'entreprise, que je verse cet intéressement dans le plan d'épargne, là, je peux toucher l'abondement calculé sur l'intéressement. Donc, c'est une technique toute simple qui permet de flécher, en fait, le budget d'épargne salariale sur les salariés présents dans l'entreprise au jour de mise en paiement de l'intéressement, par exemple. Ça fonctionne exactement pareil avec la participation. Et pour l'avoir vécu au cabinet, cet argument est vraiment générateur de sérénité pour les chefs d'entreprise qui sont un peu frileux sur la mise en place de l'abondement. Outre les critères de modulation qu'on verra un peu plus loin, ce critère de présence du salarié est vraiment un bon argument à utiliser en rendez-vous client.
Et on peut même jouer sur l'ancienneté, hein, puisque si on a, j'ai le cas d'une entreprise, un rendez-vous de la semaine dernière sur Bordeaux, ils forment des techniciens pour réaliser des diagnostics d'immeubles industriels et collectifs commerciaux essentiellement. Ils ont quasiment 10 mois de formation qu'ils assurent. Ils ont estimé qu'il y avait 3 ans de retour. Donc l'enjeu, c'est que quand ils ont un bon technicien qu'ils ont formé, qu'ils ne quittent pas l'entreprise avant 3 ans. Moins de 3 ans d'ancienneté, si vous versez de l'intéressement sur le plan d'épargne, vous avez maximum 150 € d'abondement. Plus de 3 ans d'ancienneté, si vous versez sur le plan d'épargne, la même somme, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle, vous avez 1 500 € d'abondement. De 1 à 10. Le Code du travail permet de le faire. Et c'est largement méconnu. Et ça contribue fortement, effectivement, à fidéliser, voire attirer les talents dans l'entreprise. Et c'est exactement les objections et les questions que l'on rencontre en clientèle, comme le rappelait Laetitia. Alors, quelles sont les conditions qui vont permettre de déployer un dispositif d'épargne salariale? Donc là, on va rentrer dans les contraintes qui sont celles du Code du travail ou de la doctrine de l'administration, hein, essentiellement les URSSAF. Alors déjà, quelque chose de très pragmatique, si on va partager le profit, il faut à la fois de la trésorerie et du profit. Ça semble évident, mais parfois on l'oublie. On a minimum un volant entre 1 000, 2 000, 3 000 € par exemple, ou un budget de 30 000 €. Donc il faut effectivement approcher avec notre client, avec le décideur, l'enveloppe qu'il est prêt à mettre sur la table au titre du partage du profit. Et on vérifie avec lui, mais vous, femmes et hommes de chiffres, vous savez appréhender avec votre client quelle est sa trésorerie et quelle est la trésorerie qu'il va pouvoir mobiliser pour un tel dispositif de partage du profit. Donc c'est ça qui est vraiment fondamental en termes de ciblage. Il n'y a pas de notion de seuil d'effectif, hormis à minima un salarié, bien entendu. Hein. Il n'y a pas de notion aussi de secteur d'activité particulier. Non, c'est toute entreprise qui va avoir du résultat, qui va avoir de la trésorerie et qui emploie à minima un salarié sans mandat social. Donc l'entreprise type SAS avec Madame Présidente, Monsieur Directeur Général, je n'ai pas de salarié sans mandat social. Donc je n'ai aucune marge de manœuvre en termes d'épargne salariale. Donc voilà les réflexes, si vous voulez, pour commencer à rentrer dans une préconisation de scénario d'épargne salariale. Et puis, le mandataire social est rémunéré au sens de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il acquitte des cotisations sociales, veuvage, maladie, vieillesse, sur sa rémunération. Il ne se rémunère pas exclusivement en dividendes. Et on va avoir des cotisations versées, soit aux URSSAF, alors sur la région parisienne, MSA et ENIM encore moins, hein, puisque ENIM c'est pour les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs. Je vous rappelle que je suis de Bordeaux. Mais on a effectivement des cotisations versées et ça va rendre le dirigeant éligible au dispositif d'épargne salariale sur certains critères, notamment de répartition individuelle. Et puis on en parlait en introduction. On est sur des outils de partage du profit collectif. Pour le législateur, le respect impératif du caractère collectif est la contrepartie des exonérations sociales, voire fiscales de ces dispositifs. Donc notre dirigeant est conscient, il est d'accord pour partager une partie du profit avec ses salariés et lui-même, quelque part, dans les entreprises de moins de 250 salariés pour intéressement et abondement, et moins de 50 salariés pour la participation. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement clair entre lui et vous. La vraie bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui va fixer le curseur, c'est lui effectivement qui va dire moi je conviens de partager 5% du résultat courant avant impôt. Et puis, avec l'arrivée du 4e trimestre, il y a fort à parier que le mandataire rémunéré vous sollicite en se disant la fin de l'année approche, est-ce qu'on ne se rencontrerait pas pour parler arbitrage, rémunération de dividendes? Maintenant qu'on a vu 4 critères intéressants de ciblage de clientèle, au moment où vous
recevez cette demande, voire au moment où vous allez provoquer ce rendez-vous, regardez si les 3 autres critères sont applicables en prévision de l'entretien, et ça vous fait matière à le poursuivre sur un sujet qui peut fortement l'intéresser. Donc les clés d'entrée, Laetitia, effectivement, elles sont multiples, tu les rappelais. Les secteurs d'activité aussi, il n'y a pas de coloration en termes de secteur d'activité ou de typologie d'entreprise avec ces dispositifs d'épargne salariale. On est sur une entreprise rentable qui a de la trésorerie, qui emploie au moins un salarié, avec un dirigeant qui a envie de partager le profit. La question, c'est comment vous souhaitez le partager, le profit, madame la dirigeante, monsieur le dirigeant? Et la réponse, eh bien, ça va être la préconisation d'un scénario dans le respect des textes et lois en vigueur. Et effectivement, là, vous avez le cadre de la mission pour réfléchir au dispositif qui peut être construit pour ce client. Alors, combien de temps ça prend ? Combien de temps ça prend entre le moment où on évoque le sujet avec notre client et le moment où, effectivement, on va arrêter d'être dans la phase de mise en place, d'adoption, déploiement du dispositif, et on va être dans l'utilisation, l'application, la mise en paiement des sommes issues du scénario d'épargne salariale qui a été préconisé. Nous avons essayé de vous représenter sur un critère qui va être la durée indicative de déploiement du scénario, de la plus courte à la plus longue, quelques typologies d'entreprises pour que vous ayez une idée un peu de la rapidité avec laquelle cela peut être mis en place. L'idée, en fait, c'est que plus les montants sont importants, plus les mandataires sociaux, voire actionnaires, sont partie prenante dans le bénéfice des dispositifs mis en place, moins en règle générale, ça prend de temps pour être mis en place et utilisé. Donc on va aller très très vite sur des structures ultra familiales, voire des holdings familiales, voire des entreprises. Alors là, si on pense secteur d'activité, on sera peut-être plus, par exemple, dans les métiers de la santé ou certains métiers du droit, où je vais avoir 5, 8, 10, 12 TNS pour 2 ou 3 salariés. Ce rapport TNS divisé par salarié étant nettement supérieur à 1, en règle générale, là, je vais très très vite dans la construction du scénario, la mise en place et l'utilisation. Et finalement, c'est le cas, entre guillemets, le plus classique de l'entreprise qui veut partager le profit. Et l'effet collatéral, ça pourrait être que les mandataires sociaux accèdent également, eux aussi, aux fruits du dispositif de partage du profit. Mais c'est avant tout mis en place pour apporter une solution aux salariés en termes de rémunération variable. Là, effectivement, on va peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'on aura différents scénarios, on aura le besoin d'indexer ou de plafonner ça par rapport à un solde intermédiaire de gestion, par exemple, soit en résultat d'exploitation, soit en résultat courant avant impôt. On évitera en règle générale le résultat net comptable, sauf exception, mais ça prend un peu plus de temps. Et une autre grille de lecture possible de cette présentation, c'est de se dire on va remplacer la durée indicative par l'autonomie. Et finalement, dans une entreprise familiale, on va avoir face à nous des dirigeants et des associés qui sont hyper intéressés par le sujet et qui, par contre, vont avoir un niveau d'autonomie très réduit et vont complètement s'appuyer sur nous. A contrario, dans une entreprise avec un board qui s'implique et qui veut rémunérer ses salariés, ils vont avoir beaucoup réfléchi au sujet et on va être face à une population qui est beaucoup plus autonome. Mais du coup, ça va nous prendre plus de temps puisqu'ils auront beaucoup réfléchi et peut-être de temps en temps tellement réfléchi qu'ils vont avoir beaucoup d'idées. Et là, ça va nécessiter une mise en place un peu plus longue. Et donc là, on n'est pas, vous pouvez le constater, que la notion d'effectif de l'entreprise n'a absolument aucun impact sur cette durée ou sur cette autonomie de mise en place. En revanche, les missions d'accompagnement peuvent être plus ou moins importantes en termes d'heures ou de jours hommes sur ces différents segments de dossiers. C'est ça, à partir du moment où on a des personnes qui, face à nous disent « moi, je voudrais le plus possible dans les clous ». On va être donc dans le premier cas, l'entreprise familiale qui a peu d'autonomie. Nous, on prépare, en fonction des chiffres dont on dispose, un projet
d'accord d'intéressement ou de participation, on leur soumet, et si on leur dit, bah voilà, on vous a mis les critères légaux, et voilà les simulations qu'on a faites par rapport à vos chiffres, on a des projections, ils vont avoir un temps de réflexion évidemment, de concertation entre eux, mais ça va être beaucoup plus efficace et rapide qu'une entreprise qui aura déjà beaucoup maturé, qui va nous demander plusieurs simulations, et si on fait bouger un critère, qu'est-ce qui se passe, et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'on se projette. Donc en effet, le temps de mission à anticiper, on va le sentir en fonction de quel est notre interlocuteur au début de la mission. Super, merci Laetitia. Nous avons partagé l'environnement économique, nous avons partagé le point clé, volonté du dirigeant, les points d'entrée ou points d'ancrage en termes de volonté que l'on peut identifier pour effectivement déployer une solution de partage du profit. Donc la boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut avoir, à qui cela va s'adresser exactement. On va rentrer un petit peu dans le détail et soulever le capot moteur. Donc les entreprises, c'est toute activité professionnelle avec au moins un salarié, quel que soit son type de contrat. Attention, les salariés qui sont avec un contrat de professionnalisation, les alternants par exemple. Au sens du Code du travail, dans la partie droit électoral, c'est-à-dire capacité à représenter les salariés lors des élections d'entreprise, les contrats de professionnalisation n'ont pas cette capacité et à voter et à se présenter pour être représentants des salariés. Conséquence, ils ne comptent pas à l'effectif. Donc je reprends ma SAS de tout à l'heure. Madame Présidente, Monsieur Directeur Général. Et ils ont un salarié sous contrat de professionnalisation. Mauvaise nouvelle, ils n'ont toujours pas de vrais salariés. Ils ne peuvent toujours pas mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Donc attention à ça, parce que sur le terrain, on voit souvent « Ah ben non, mais j'ai un salarié, c'est un contrat de professionnalisation. » Non, on ne peut pas faire. L'alternative, quand on a des locaux, mais alors là, vu le contexte actuel, ça va peut-être tendre à disparaître, c'est d'avoir un employé de ménage. Là, pour le coup, c'est nettement plus pratique. C'est une alternative, oui. Oui, alors contrat de professionnalisation, apprenti, enfin c'est toute la même typologie de contrat. Hein. Oui, exactement. Je vous remercie. L'ancienneté, donc là aussi, on est contraint, c'est 3 mois pour les dispositifs d'épargne salariale. Hein. Il n'y a que, on verra pour les contrats de retraite à cotisation définie où on peut aller jusqu'à 1 an d'ancienneté. Mais pour l'épargne salariale, c'est 3 mois, pas au-delà. Donc on ne peut pas dire à un futur bénéficiaire, c'est dès que tu as 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise que tu pourras toucher l'épargne salariale. Non, le maximum c'est 3 mois. On peut le régler en dessous, hein, mais on ne peut pas le régler au-dessus. Donc attention à cette condition-là. Et puis pour le dirigeant, c'est simple, hein, on en a parlé, donc là vous avez un tableau de synthèse. Si c'est de l'intéressement ou de l'abondement, moins de 250 salariés, il y a droit, plus de 250, il n'y a pas droit. Si c'est de la participation, la participation, c'est maximum 49 salariés, il y a droit, et puis au-delà, à partir de 50, il n'y a pas droit, avec un cas très particulier pour moins de 0,1% des entreprises, lorsque j'ai plus de 50 salariés, mais moins de 250, et que j'applique une formule dérogatoire de participation, je peux éventuellement, si c'est précisé dans l'accord, avoir les mandataires sociaux bénéficiaires, mais uniquement pour la quote-part de formule de participation qui excède la formule légale. Donc vous avez ça de participation de formule légale, vous avez ça qui est le delta apporté par la formule dérogatoire. Les mandataires sociaux, ils auront droit à ça, mais pas à la plus grosse partie, si c'est le cas dans cette application, d'accord. Donc c'est juste pour être exhaustif sur ce point technique. L'autre point qui est là pour les entreprises à très faible effectif, donc en tout état de cause, elles ont moins de 50 salariés, donc elles ont au moins un salarié. Donc on a eu une évolution cette année de la doctrine de l'administration avec ce que nous connaissons depuis mars 2020, donc la mise à jour de la fameuse circulaire de 2014, elle n'a pas encore eu lieu, le guide de l'épargne salariale de 2014. Sur ce point-là, donc aujourd'hui, la position de l'administration, elle est très simple. Pour qu'un mandataire social puisse bénéficier d'une prime d'épargne salariale,
quand il a un salarié, un seul salarié, il faut que ce salarié, il ait été présent l'année civile précédente. Alors, ce salarié est le même personne physique ou un autre salarié, hein, peu importe. Et donc, on va regarder sur l'historique d'emploi salarié de l'activité professionnelle si l'année civile précédente, par exemple 2020 pour 2021, j'ai eu des emplois salariés à temps plein ou à temps partiel. Et là, on a deux conditions différentes en fonction si c'était à temps plein ou temps partiel. Si c'est à temps plein, il suffit d'avoir employé un seul salarié au moins le dernier jour d'un seul mois calendaire sur 2020 pour que, en 2021, le dirigeant puisse bénéficier d'un dispositif d'épargne salariale. Si c'est un salarié à temps partiel, ce n'est plus un seul mois calendaire au moins le dernier jour du mois, c'est 6 mois calendaires au moins le dernier jour du mois. Donc voilà cette règle et voilà comment apprécier cette condition d'éligibilité du mandataire social à un dispositif d'épargne salariale en année N par rapport à l'effectif salarié en N-1, que ce soit un effectif salarié à temps plein ou à temps partiel. Donc le point délicat d'appréciation sur la capacité du dirigeant à percevoir ou non un dispositif d'épargne salariale, il est exactement là-dessus. Alors, quel panorama derrière ? Là, vous retrouvez les outils que vous connaissez. Donc, des outils qui sont mis en place dans l'entreprise et qui peuvent être utilisés soit à travers de flux déclenchés par l'entreprise, hein, donc là, ce sera intéressement, participation, abondement, soit des flux qui vont être déclenchés par le bénéficiaire, hein, par le salarié, voire le mandataire social. Donc, ce seront les versements personnels, les transferts d'anciens dispositifs d'épargne salariale, hein, puisque vous savez que c'est portable, hein, ces dispositifs d'épargne salariale, hein, je peux les déplacer d'un opérateur vers un autre opérateur. Et puis le temps, hein, puisque désormais que l'entreprise ait un compte épargne-temps ou qu'elle n'en ait pas, puisqu'on a quand même beaucoup plus d'entreprises qui n'ont pas de compte épargne-temps que d'entreprises qui en ont, eh bien le salarié va pouvoir décider, si le règlement du dispositif d'épargne salariale le prévoit, de verser du temps à l'intérieur de ce plan d'épargne, avec des avantages notamment sociaux en termes de cotisation patronale et salariale, à la fois pour l'employeur et pour le salarié. Et donc là, pour les bilans qui ont quelques provisions congés payés un petit peu élevées, et sous couvert que les salariés aient quand même respecté l'obligation de prendre un certain nombre de jours de congés dans l'année, là, il y a une porte ouverte quand même pour faire diminuer la provision du bilan et puis mettre en place de l'épargne salariale. Là, c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche. C'est une technique, oui, tout à fait, oui, exact. Alors, les dispositifs, donc, vous connaissez le plan d'épargne, deux variantes qui se distinguent en fait par leur durée de blocage, mais aussi par le nombre de cas de déblocage anticipé. Hein. Donc un plan à 5 ans, un plan retraite. Ce plan retraite, pour des entreprises avec un jeune effectif, ne jamais oublier que c'est aussi un plan d'épargne logement. Puisque sur le plan d'épargne retraite, vous avez le cas de déblocage anticipé, acquisition de la résidence principale. Mais vous n'avez pas le cas de déblocage anticipé, rupture du contrat de travail. Donc là encore, c'est astucieux en termes de conseil. Le dirigeant qui, lui, est plutôt assez sensible au fait que son entreprise puisse être associée par ses salariés à leur capacité d'acheter une résidence principale, eh bien, il va peut-être plutôt privilégier le plan d'épargne retraite que le plan d'épargne tout simple à 5 ans. Parce que le plan d'épargne tout simple à 5 ans, si le salarié il s'en va de l'entreprise, il récupère ses avoirs, hein, c'est un cas de déblocage anticipé. Alors que le plan d'épargne retraite, si le salarié il quitte l'entreprise, il n'existe pas ce cas de déblocage anticipé. Donc on aura vraiment, si la pyramide des âges dans l'entreprise le justifie en termes de conseils, on aura vraiment quelque chose de très sécurisant à partager avec le dirigeant, c'est de dire, écoutez,
Ce plan d'épargne-là que vous mettez en place, finalement, il va servir à vos salariés, vu qu'il n'y en a quasiment aucun qui est propriétaire de sa résidence principale, à thésauriser et à se créer une épargne et un pouvoir d'achat pour une future résidence principale, ou alors à préparer leur retraite. Mais c'est surtout la partie déblocage anticipé, acquisition de résidence principale qui sera motivante et qui sera intéressante sur la solution que l'on met en place. Voilà, c'était partage d'expérience sur le plan d'épargne retraite dans des entreprises avec un effectif jeune. Ça peut effectivement avoir un intérêt. L'autre technique aussi... Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr. Alors, on peut tout à fait... Dans le respect des textes et règlements en vigueur, on peut même avoir ce qu'on appelle un abondement chapeau, hein, c'est-à-dire un montant d'abondement qui sera chapeau soit à un plan, soit au deuxième, soit les deux. Mais la somme des deux ne pourra pas représenter plus que le chapeau. Et puis une autre technique aussi, quand on veut faire une préparation à la retraite, donc ça c'est un dispositif qui existe depuis la loi dite Macron du 7 août 2015, c'est le fameux abondement unilatéral de l'employeur, plafonné à 2% du PAS, et qui est finalement un versement d'abondement sans versement initial de la part du bénéficiaire. Ce qui va à l'encontre du fonctionnement d'un compte titre dans un plan d'épargne, hein, puisque pour percevoir de l'abondement, il faut d'abord payer, il faut d'abord faire un versement, puis ensuite on touche l'abondement, ou simultanément on touche l'abondement. Et bien là, le législateur a créé un dispositif uniquement sur le plan d'épargne retraite, hein, qui permet à l'employeur de verser de l'abondement sans que préalablement le bénéficiaire ait réalisé un quelconque versement. Ça, ce sont les réceptacles. Oui. Est-ce qu'on peut faire un transfert entre un PE, on peut verser un PE sur un PER? Non, c'est interdit. Vous ne pouvez retirer que le disponible du PE au bout de 5 ans pour le réinvestir à l'intérieur d'un PER. Et à ce moment-là, vous allez choisir si vous faites un réinvestissement déductible ou non déductible. Mais ce que l'on avait avant, à l'époque du PERCO, c'est-à-dire de pouvoir prendre des sommes bloquées dans le PE et les transférer à l'intérieur du PERCO et au passage prendre l'abondement, ça c'est interdit dans un PER. Vous n'avez plus ce flux-là, il n'existe plus. C'est ce qui donne toute sa valeur d'ailleurs à d'anciens PERCO qui sont chez nos clients. Si le règlement de l'ancien PERCO le prévoit, ce flux-là, il peut être activé aujourd'hui alors qu'on ne peut plus mettre en place depuis le 1er octobre 2020 de PERCO. J'ai répondu à votre question ? Oui, parce que la deuxième, c'était savoir si Eh bien voilà, vous avez la réponse avant d'avoir posé la question. Revenons donc justement sur ces réceptacles. Donc ces réceptacles, il va falloir qu'il y ait des flux qui aillent. Donc dans l'entreprise de moins de 50, on a l'intéressement en tête, spontanément. C'est aussi très très bien de regarder si la participation n'est pas plus adaptée. La participation, spontanément, c'est une entreprise de plus de 50 salariés, c'est obligatoire. C'est une vraie contrainte, quoi, quelque part. Dans l'entreprise de moins de 50 salariés, c'est une vraie opportunité. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de caractère aléatoire sur le seuil de déclenchement que l'on a en intéressement. Ça, c'est obligatoire de le respecter. Deuxième chose, sur un accord de participation, on peut le mettre en place et décider de verser la participation jusqu'au dernier jour de l'exercice qui suit l'exercice de calcul pour un accord de participation à formule légale. Donc c'est une réelle souplesse. Je vous donne un exemple. J'ai une clôture au 31/12/2020. Je connais donc aujourd'hui, je connais mes comptes au 31/12/2020, bien entendu. Je suis capable de calculer la formule légale de participation au 31/12/2020. J'ai jusqu'au 31/12/2021, en tant que dirigeant d'une entreprise de moins de 50 salariés, pour décider de verser cette participation. À qui je la verse ? Aux bénéficiaires à l'effectif de l'entreprise au 31/12/2020. Et donc, j'ai quoi à gérer en tant que dirigeant ? Ceux qui sont partis entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui. Est-ce que Pierre, qui a quitté l'entreprise le 22 juin et qui devrait avoir 1 200 € de participation, est-ce que je suis prêt à lui donner les 1 200 € de participation ?
Sachant que si je ne donne pas le budget de 10 000 € de participation et que je fais de la prime, par exemple, ou de la prime plus abondement, ça va me coûter 50% de charge en plus. Donc, est-ce que je préfère payer 5 000 € de charge, mais Pierre, il n'aura pas ses 1 200 € de participation, ou est-ce que je paye les 1 200 € de participation à Pierre parce que finalement, il était là en 2020 quand on a généré ce résultat-là, et je ne paye pas mes 5 000 € de charge sur mes primes variables sur salaire. Voilà les termes du dilemme que l'on peut poser. La souplesse de la participation, c'est effectivement le délai de mise en place, le délai de versement. C'est également l'absence de caractère aléatoire dans le seuil de déclenchement, puisque c'est une formule légale, donc c'est tout simple. Et en fait, quels sont les freins par rapport à cette participation ? Les salariés qui sont partis, on vient de le voir avec le petit exemple là ensemble. Et puis, bien entendu, la déductibilité, puisque la participation, je vous le rappelle, elle est déductible sur l'exercice de versement. La participation, c'est considéré comme un dividende du travail, mais un dividende. Donc, on a une déductibilité sur le résultat fiscal de l'exercice de versement. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être besoin d'une préclôture avec mon expert comptable préféré pour être certain que si je mets en paiement 10 000 € de participation calculée sur 2020 d'ici au 31 décembre 2021, eh bien, j'ai bien à minima 10 000 € de résultats en plus, où je suis bien à peu près dans les mêmes niveaux de résultats entre l'exercice que l'on va clôturer au 31 décembre 2021 et mon exercice 2020. Donc voilà l'inconvénient qu'on peut voir à la participation, mais c'est un dispositif qui a beaucoup d'intérêt. Le plus classique, c'est l'intéressement. Alors l'intéressement, lui, sa personnalisation et sa capacité à coller au mieux à la volonté du dirigeant, elle est réelle et presque infinie. En termes de plafond, en revanche, on est sur une logique toujours de double plafond comme la participation. Un plafond collectif, donc 20% des rémunérations distribuées dans l'entreprise. Un plafond individuel, 75% du PAS. On est à 30 000, de mémoire 30 852 € en 2021. Donc ça commence à être significatif. C'est cumulable entre l'intéressement et la participation. Et puis, bien entendu, l'intéressement est toujours facultatif. Contrairement à la participation qui est obligatoire dès lors qu'on franchit le seuil des 50. Nouveauté avec la loi ASAP de mémoire de 2020, l'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale. Donc on appelle ça un régime unilatéral d'intéressement. C'est aussi une évolution forte pour les toutes petites entreprises. Donc il y a plusieurs critères, notamment d'effectifs moins de 11 salariés, pour mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale. Mais c'est une vraie souplesse pour le dirigeant d'entreprise qui n'a plus besoin d'avoir l'accord des 2/3 des salariés. Oui, là, on a fait quand même. Le législateur a fait tomber un frein hyper important en mettant cette décision unilatérale, puisque même avant de pouvoir négocier avec les 2/3 des salariés, il fallait obtenir le mandat d'une personne d'un syndicat représentatif. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement lourd et dissuasif. Oui. Personne ne le faisait. Maintenant, c'est une souplesse absolument géniale. Et il y a 2 points là qui doivent vraiment retenir votre attention. C'est la notion de collectivité de ces plans d'épargne, de ces accords d'entreprise. Régulièrement, j'ai entendu, alors l'intéressement pour les cadres, et puis pour les employés, je ferai une prime ultérieurement. Non, on est sur un collectif entreprise, pas sur un collectif tous les cadres de l'entreprise. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit. On ne peut exclure personne sous réserve que les salariés, bien 3 mois d'ancienneté, soient présents et autres. Mais en tout cas, dans la rédaction de l'accord, c'est entre les parties, mais l'employeur et l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et puis, l'autre point dont on a déjà parlé, mais il faut bien le garder à l'esprit, c'est qu'on ne remplace pas un élément de rémunération par de l'intéressement ou de la participation. C'est vraiment deux notions clés qui doivent faire tilt quand vous entendez parler de ces sujets-là par vos clients ou vos collaborateurs. 2 points fondamentaux à partir desquels il ne faut pas passer.
Merci Laetitia. Est-ce qu'on peut légalement aller au-delà des sommes que les accords prévoient de verser, Laetitia? Et oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Quand les chiffres sont particulièrement bons pour les entreprises et que les dirigeants sont moteurs dans le partage du profit et des résultats issus de la performance, ils peuvent verser ce qu'on appelle un supplément de participation ou d'intéressement. Et là, formalisme très souple, on rédige une décision unilatérale. À partir du moment où on colle à l'accord d'origine, enfin où le dirigeant souhaite conserver l'accord d'origine et verser plus à ses salariés, il rédige une décision unilatérale qu'il communique à chacun des salariés et qu'il n'a pas besoin de déposer à la directe. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de rapide et efficace. C'est un complément au versement initial, donc il faut bien qu'en amont, la participation et ou l'intéressement ait été versé aux salariés. Donc on a fait le calcul, on voit qu'il y a quelque chose à payer, on verse, et le dirigeant dit il reste encore un peu de marge, je vais verser encore plus à mes salariés. Là, ça marche. Et il faut absolument un délai entre les deux étapes. Donc on peut conseiller un jour franc, puisque la législation est muette sur le délai à respecter, mais il est vraiment impératif de laisser passer ce délai. Et pour les salariés qui vont être bénéficiaires, s'ils ont choisi le placement, par exemple, au moment du premier versement, ils peuvent décider de percevoir l'argent au moment du versement du supplément. Ou inversement, ou se dire finalement, le supplément, je ne l'avais pas prévu, j'en place un bout, et puis événement de la vie personnelle, ça m'intéresse aussi de percevoir une partie de ce supplément. Et donc sur le bordereau de choix, ils vont pouvoir indiquer ce qui les arrange. Attends. Oui, je vous en prie. Oui. Oui, tout à fait. Puisque il suit le même régime. C'est ça, c'est un complément au régime initial. Donc on est dans le même cadre. La seule formalité qui peut être un peu plus complexe, c'est si au moment du versement du supplément, le dirigeant dit en fait la formule de base, je souhaite la moduler. Là, ce ne sera pas une décision unilatérale, ce sera un accord signé avec les mêmes parties, déposé à la directe. Mais sinon, c'est le même cadre général. On vient rajouter une brique au mur du bâtiment. Oui, alors les mêmes plafonds. On reprend les mêmes plafonds. Donc, toujours la logique du double plafond, c'est-à-dire ma décision de supplément d'intéressement, elle est d'abord collective. On va prendre un exemple tout simple. J'ai 10 000 euros à distribuer au titre de l'accord, intéressement participation. Je veux faire un supplément de 10 000 euros. Je suis la répartition individuelle de mon accord, par exemple 100% salaire. Donc je vais distribuer d'abord les 10 000 euros de mon accord. Je respecte ce délai de minimum un jour franc parce qu'on a de la cassation sociale, là c'est dans le cadre rose qui s'affiche devant vous. Je fais ma mise en paiement de mon supplément. Je vérifie bien entendu au préalable que le montant de l'accord de base plus le montant de mon supplément, je suis bien en deçà de mon plafond collectif. Et quand je fais la répartition individuelle, donc quand je fais ma fameuse règle de 3 pour calculer les quotes-parts individuelles de chaque bénéficiaire, je vérifie que je suis en deçà du plafond individuel pour l'ensemble. Voilà. Et ça reste extrêmement simple et souple. Et c'est un dispositif qui date du 30 décembre 2006, le supplément. Et il reste encore très largement méconnu et très créateur de valeur chez nos clients entrepreneurs. Et pour les cabinets aussi. On a le sentiment que le législateur veut faire durer alors que c'était une mesure temporaire. Le supplément ? Oui. Alors, le supplément, non. Le législateur, il le met sous un tapis, sous un coin, parce qu'on n'en entend jamais parler. Je pense que ça s'applique, votre remarque, beaucoup plus à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ou prime Macron, où on a eu une première version en 2019, on en a eu une deuxième en 2020, qui a connu 3 ou 4 révolutions successives dans le premier semestre à cause de la pandémie, et des actions quasiment au jour le jour. Enfin, vous aviez la tête dans le guidon, enfin on avait même toutes et tous la tête dans le guidon en 2020 entre les périodes de clôture fiscale, les PGE et toutes les mesures qui sont apparues et qui ont évolué. Et puis sa version 2021, à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ça oui, on a l'impression qu'elle est pérennisée. Après, l'année prochaine, il y a une échéance majeure, donc il y avait peut-être intérêt à ce qu'elle soit pérennisée en 2021 et qu'elle puisse déborder un petit peu sur 2022 aussi.
Mais pour ce qui est du supplément, c'est curieux de voir que finalement, on en parle très très peu de ce supplément. On en entend très très peu parler. Alors les stratégies, justement, alors pour le coup, là, l'indicateur nombre de salariés dans les stratégies de mise en place de dispositifs de partage du profit a du sens, puisque c'est celui-ci que le législateur a retenu pour définir les seuils d'application du forfait social. Donc moins de 50 salariés, c'est open bar, on va se dire les choses, hein, c'est 0% de forfait social sur tout. Sur l'abondement, sur l'intéressement, sur la participation, et le mandataire social peut être bénéficiaire de l'ensemble de ces dispositifs. Donc on a effectivement des combinatoires. En règle générale, on est plutôt sur l'intéressement, hein, quand il y a quelque chose à mettre en place entre l'intéressement et la participation. Attention, dans certains cas de figure, la participation peut être extrêmement attractive, donc ne pas la négliger. Lorsque on veut parler de participation dans une entreprise de moins de 50 salariés, on l'a vu ensemble, hein, c'est parce que c'est une alternative. C'est peut-être parce que aussi au niveau intéressement, on a loupé certains délais. Et donc c'est la solution alternative pour faire quelque chose, parce que sinon on ne peut rien faire. Et on a besoin d'avoir quelque chose. C'est aussi dans des structures, alors je pense aux holdings entre guillemets animatrices, hein, c'est-à-dire soit elles facturent des prestations de management à leurs filles, soit elles sont rémunérées pour l'exercice d'un mandat social. Dans ces entreprises qui sont éligibles bien entendu à l'épargne salariale, on a de très très gros plafonds en participation. Il y en a un, c'est la moitié du résultat net comptable. Alors, vous avez un tout petit peu de résultat des prestats, plus un énorme morceau qui est apporté par les remontées de DIV. Vous imaginez qu'en plafond collectif, vous avez la moitié du résultat net comptable. Donc on va très vite en fait être gêné par le plafond individuel à 30 852 € par bénéficiaire sur un exercice de 12 mois. Mais voilà, ça fait des histoires à raconter et ça permet effectivement aux clients de tout de suite mesurer la valeur du conseil que vous allez pouvoir être amené à lui donner et ensuite à l'accompagnement qui s'en suivra pour l'application de ces dispositifs. Et à contrario, pour une entreprise qui est un peu frileuse sur le seuil de 50 en se disant « Oh là là, la foultitude d'obligations qui va me tomber sur le coin du nez », d'un point de vue accord, qu'est-ce que je peux anticiper ? La mise en place de l'intéressement avant le seuil des 50 salariés permet à l'entreprise, au jour où elle franchit ce seuil, d'être dispensée de mise en place de la participation pendant 3 ans. Et donc, à partir du moment où l'intéressement, c'est une formule négociée dans l'entreprise, il y a tout intérêt à dire aux dirigeants qu'est-ce qu'on peut envisager comme critères de performance, quelle formule on déclenche, on se fait des scénarios pour voir un peu ce que ça va représenter. On compare avec l'obligation de participation qui se profile et on va voir du coup quel est le plus intéressant. Est-ce qu'on met de l'intéressement tout de suite et puis on a 3 ans de dispense de participation ou est-ce qu'on attend le seuil de 50 et on appliquera la participation après ? C'est une option flexible en fait, on voit qu'on peut avoir avec ces outils quand on est dans le contexte que rappelle Laetitia. Risque US, ne pas oublier que dès qu'on fait quelque chose qui va fédérer plusieurs entreprises, et donc l'accord, il va contenir le mot groupe quelque part, on allume une alerte pour l'administration sur le risque US. Donc parfois, lorsque l'on veut être en deçà des radars du risque US, il faut renoncer à avoir un seul accord dit de groupe, qui souvent est plus simple à utiliser qu'une multitude d'accords individuels par entreprise. Mais c'est le prix de la tranquillité par rapport à ce risque US si c'est quelque chose de très prégnant pour le client. 50 à 250 salariés, forcément, quelle va être la motivation en termes de conseil ? C'est de se dire, il y a 3 grands dispositifs d'épargne salariale. La participation, vous êtes à plus de 50 salariés, c'est assujetti à 20% de forfait social. L'abondement sur un plan d'épargne à 5 ans, vous êtes à plus de 50 salariés, c'est assujetti à 20% de forfait social. L'abondement sur un plan d'épargne retraite, vous êtes à plus de 50 salariés, c'est assujetti à un forfait social à 16%. Il en manque un, c'est l'intéressement. Vous êtes à moins de 250 salariés, c'est 0 de forfait social. Conclusion,
comment on fait, dans la limite des volontés du dirigeant, pour switcher, pour déplacer les masses entre ce qui est assujetti à forfait social vers ce qui n'est pas assujetti à forfait social. Pareil, la création de valeur du conseil et de l'accompagnement, c'est immédiatement définissable et quantifiable, tant par vous-même que par votre client. Et derrière, quelle est notre marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la formule légale de participation? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre sur les fonds propres? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre sur la remontée de fees pour diminuer le résultat fiscal? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre sur d'autres paramètres de la valeur ajoutée, puisque je vous rappelle qu'on a un ratio à la fin de la formule légale de participation qui est masse salariale sur valeur ajoutée. Là, on est au cœur de votre métier et de nos métiers, de voir comment, sur 2-3 ans, on peut piloter cette formule légale de participation pour avoir finalement un transfert d'enveloppe d'épargne salariale vers l'outil intéressement. On est bien d'accord qu'on reste ISO entre la solution actuelle et la solution cible. C'est juste qu'on veut diminuer l'assiette du dispositif d'épargne salariale assujetti à forfait social au profit d'un dispositif d'épargne salariale qui va être assujetti, lui, à 0% de forfait social. La problématique des jours de repos non pris, de la provision pour congés payés que tu soulevais, Laetitia, il y a quelques instants, elle est aussi très prégnante dans ce niveau d'effectif parce que souvent, notamment pour les congés payés, on n'a pas de marge de manœuvre à part obliger les salariés à prendre leurs congés. Et là encore, il y a quand même aussi une notion d'usage aussi qui traîne quelque part. On n'a pas grand-chose comme outil pour ne pas subir cette provision pour congés payés. Et bien là, avec l'épargne salariale et notamment le plan d'épargne retraite, il y en a une. N'oublions pas aussi, et là on va être plus focus sur une catégorie de mandataires sociaux que sont les TNS. Aujourd'hui, depuis la loi Pacte, avec la convergence entre les dispositifs individuels et les dispositifs collectifs, lorsqu'un dirigeant sous le statut de TNS qui réalise des versements dits Madelin ou 154 bis a accès à un plan d'épargne retraite, eh bien, il a un double choix. Ce double choix, c'est de se dire, dans mon versement retraite que je vais faire en tant que dirigeant au titre du 154 bis, est-ce que c'est un versement retraite qui va être intégralement soumis à cotisation sociale? Ou alors, dans mon entreprise, dans lequel je réalise un versement 154 bis, il y a un plan d'épargne retraite et il y a un abondement. Eh bien, je vais faire un mix, finalement, de versements cette année retraite entre une partie que je vais minorer au titre du 154 bis et une autre partie qui sera constituée par l'abondement que je vais percevoir sur mon plan d'épargne retraite. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'en termes de versement, pour le dirigeant, il va avoir une partie de son versement constituée par l'abondement qui va être exonérée de cotisation sociale. Donc on va améliorer le frottement social de la cotisation versée par le dirigeant avec ce mix 154 bis abondement. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi on fait de l'épargne retraite? Pour en sortir, pour récupérer l'épargne. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, soit en phase de retraité, soit pour protéger son conjoint. Après, c'est le sujet du père, ce n'est pas le sujet de cet atelier. Mais si on prend le mix que j'ai versé, maintenant je sors. Je vais donc sortir avec une partie de cotisation 154 bis et une partie d'abondement. Régime social et fiscal. En sortie en capital, à terme ou en déblocage anticipé. La partie 154 bis, soumis à impôt, à mon taux d'imposition quand je sortirai. La partie abondement, pas d'impôt sur le revenu. Donc, vous prenez un exemple tout simple, chiffré, comme celui que vous avez, ou l'exemple classique de 10 000 € versés en 154 bis, et puis je le convertis en 4 154 bis et 6 000 par exemple abondement. Bon, donc là, j'ai optimisé mon taux, mon frottement social au versement, mais lorsque je sortirai, au lieu de sortir 10 000 en 154 bis, plus intérêt, soumis à IR, je vais sortir 4 000 en 154 bis soumis à IR et 6 000 exo d'IR. C'est pas tout à fait la même chose quand même.
Donc voilà ces nouveaux réflexes qu'on voulait partager avec vous. Alors là, c'est vraiment très spécifique au TNS et ça illustre bien la convergence des dispositifs individuels type Madelin qu'on avait auparavant avec les dispositifs collectifs type abondement sur un plan d'épargne retraite. Maintenant, j'ai un assimilé salarié, j'ai aucune marge de manœuvre pour de l'épargne salariale. Donc je réfléchis au dispositif ultra classique de contrat de retraite à cotisation définie, dit article 83 du CGI. C'est pas le système le plus efficace, on est d'accord, mais il a le mérite d'exister et de proposer quelque chose qui est optimisé, mais qui, à notre sens, est une solution d'attente dans l'évolution de la structure de l'entreprise vers une configuration qui permettra de mettre en place de l'épargne salariale, puisque tant le frottement social fiscal à l'entrée que notamment et surtout à la sortie, les dispositifs dits article 83, même dans leur nouvelle variante PER, sont beaucoup moins efficientes, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, que les dispositifs classiques d'épargne salariale retraite. Pour les montants Oui, parce que quand on commence à avoir une différence, vous avez un plafond social qui est de 5% de la rémunération annuelle brute. D'accord ? Le plafond du plan d'épargne retraite, c'est, on va juste prendre celui-là, c'est 16% du PAS. Donc on est à peu près sur, allez, on va dire 6 500 euros. 6 500 euros multiplié par 20, ça fait 130 000 euros. Pour tous les salariés qui ont une rémunération inférieure ou égale à 130 000 euros brut annuel, un montant d'abondement sur le PER à 16% du PAS est beaucoup plus important qu'une cotisation article 83 à 5%, qui est le plafond en exonération sociale fiscale. Et je ne vous ai même pas rajouté une éventuelle participation ou un éventuel intéressement qui déclencherait cet abondement, puisque là, je suis hors plafond avec ces dispositifs, c'est leur avantage. Oui. Alors que le 83, on peut le limiter à une certaine... Oui, mais dans ce cas-là, mais c'est la vraie limite en fait. C'est quand je n'ai pas d'autre marge de manœuvre, que je suis acculé quelque part, et effectivement le 83 est là, où sa variante PER et existe. Donc je vois le temps qui passe. On joue les arrêts de jeu, on va dire. On joue les arrêts de jeu. Donc juste en termes de conclusion, vous voyez la méthodologie, l'analyse macro d'environnement, cadre de référence, volonté du dirigeant, typologie d'outils en fonction des scénarios que le G a étudiés. Et derrière, là, on va aller sur le choix des outils et sur le choix de la combinaison des outils les uns avec les autres. Et vous allez avoir, notamment de la part d'ERES, partenaire de la profession et membre du club social des experts comptables, vous allez avoir des outils qui sont à votre disposition et que vous allez pouvoir, sur demande auprès de vos interlocuteurs en région, pouvoir manipuler et utiliser, voire partager avec nous pour faire une préconisation pour vos clients. N'oublions pas que pour tout ce qui est industriel, notamment dans la phase accompagnement, il y a des parties qui n'ont pas vocation à créer de la valeur. Et il y a effectivement des process, des tâches dans la phase d'accompagnement qui, elles, vont créer de la valeur. Qu'est-ce qui va créer de la valeur ? C'est déterminer le montant global, l'utilisation éventuelle d'un supplément, l'évolution des outils aussi, l'évolution des accords si nécessaire. Et qu'est-ce qui ne crée pas de valeur ? C'est l'interrogation des salariés et c'est concrètement la chaîne de mise en paiement. N'oubliez pas que les principaux teneurs de compte ont totalement automatisé ça, ils savent très bien le faire. Vous n'avez rien à gagner à le faire, sauf à prendre des coûts éventuellement. Mais externalisez-le, ça coûte 3 francs 6 sous, 9 fois sur 10, et puis c'est vraiment typiquement quelque chose de très industriel et qui est très bien fait par les teneurs de compte. Des outils aussi que nous avons mis en ligne pour piloter les versements déductibles, soit 154 bis, 163X, qui peuvent être abondés ensuite par vos clients, et une équipe en région qui se renforce d'année en année. En 2015, quand j'ai rejoint RS, on était 5. Donc vous voyez qu'en 6 ans, à peine, l'équipe a plus que doublé. Et effectivement, notre raison d'être, c'est d'être en région, Île-de-France comme les autres régions de France, à vos côtés,
pour vous apporter notre vision d'un cas que vous nous proposez. Il est 11h39. On va dire que j'en prends la responsabilité, dépassé de 9 minutes le créneau horaire qui nous était imparti. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand numéro 17 si vous voulez approfondir quelques-unes des thématiques abordées ce matin. Je vous souhaite d'excellentes universités d'été. Merci beaucoup, Laetitia. Merci Eric et bonne journée à tous. Vous me posez une question. Oui, bien sûr. Alors après, je me souviens plus si c'est pour tout le test, mais avant, Dites-moi. quand on avait un 83, on pouvait transférer le 83 sur ce qui vient de disparaître en octobre 2020. Le PERCO ? Le PERCO. Non. 83, on ne transférait pas sur le